Nouvelle de Jack London, L'éternité des formes. Lecture de Sylvie Morel-Pinatel. L'éternité des formes. Un homme étrange, Monsieur Sedley Creden, vient de s'éteindre à Creden Hill. Être doux, inoffensif, il était devenu pendant les 2 dernières années de sa vie la proie de curieuses hallucinations, d'une sorte de hantise qui le retenait cloué nuit et jour sur son fauteuil. La mort, ou plutôt la disparition curieuse, inexplicable, de son frère aîné, James Creden, dont le souvenir l'obsédait, semble avoir été la cause de ces aberrations, car ce fut peu après cet événement qu'elles commencèrent à se manifester. M. Creden n'a jamais fourni aucune explication de sa bizarre conduite. Il n'avait aucune tare physique et les aliénistes jugeaient son état mental tout à fait normal, à part l'excentricité qui lui faisait toujours garder son fauteuil, acte d'ailleurs purement volontaire de sa part. Maintenant que M. Sedley Creden n'est plus, ce mystère risque de demeurer toujours sans solution. Extrait du Newton Courier Times. Je me bornerai à dire que j'ai été le valet de chambre et l'homme de confiance de M. Creden durant les 8 derniers mois de sa vie. Au cours de cette période, il écrivit beaucoup. Son manuscrit ne le quittait jamais, sauf quand il s'assoupissait ou s'endormait, et il avait alors invariablement soin de l'enfermer sous clé dans un tiroir à portée de sa main. Les élucubrations du vieux bonhomme excitaient vivement ma curiosité, mais il était bien trop méfiant et rusé pour me permettre de la satisfaire. De son vivant, je n'ai jamais pu jeter le moindre coup d'œil sur ses pages. Si mon service me retenait près de lui, il s'empressait de dissimuler celle de dessus sous un grand buvard. C'est moi qui l'ai trouvé mort dans son fauteuil et qui me suis approprié le manuscrit. Mon impatience extrême de le lire constitue ma seule excuse de cet acte indélicat. Après l'avoir gardé en ma possession pendant plusieurs années, sans en souffler mot à personne, et m'être assuré que M. Creden ne laissait aucun héritier, je me suis décidé à rendre public le contenu du manuscrit en question. Long document dont j'ai omis la majeure partie, n'en reproduisant ici que les extraits les plus intelligibles. C'est indiscutablement l'œuvre d'un esprit déséquilibré, pleine de répétitions, et dont maints passages sont si vagues et si incohérents qu'il défie toute compréhension. Néanmoins, d'après la lecture que j'en ai faite moi-même, je ne crois guère trop m'avancer en affirmant que si l'on pratiquait des fouilles dans le corps de logis principal, aux alentours de la base de la grande cheminée, on découvrirait un tas d'ossements similaires à ceux qui formaient la charpente de l'enveloppe charnelle de feu James Creden. Déclaration de Rodolphe Éclair. Ici commencent les extraits du manuscrit tels que les a choisis et disposés Lady Rodolphe Éclair. Je n'ai pas tué mon frère. Que ceci soit mon premier et mon dernier mot. Pourquoi d'ailleurs l'aurais-je tué? Nous avons vécu ensemble en harmonie parfaite pendant 20 ans. Nous étions vieux tous deux, parvenus à l'âge où les feux et les passions de la jeunesse sont depuis longtemps éteints. Nous n'étions jamais en désaccord, même sur les plus triviales questions. Il n'y a jamais eu d'amitié pareille à la nôtre. Érudits tous deux, sans souci du monde extérieur, nous nous sentions heureux parmi nos livres et dans la société l'un de l'autre. Jamais entretiens ne furent plus passionnants que les nôtres. Combien de fois
Jusqu'à des 2 ou 3 heures du matin, nous nous attardâmes à converser, discutant, pesant les opinions et les jugements de tel ou tel auteur, prenant comme arbitre ceux qui faisaient autorité. Bref, notre existence se passait sur un plan de haute et amicale intellectualité. Un jour, il ne revint point. Ce fut un coup terrible pour moi. Pourquoi cette disparition? Où pouvait-il être parti? Le choc fut si dur que j'en restais comme étourdi. Je demeurais, m'a-t-on dit, gravement malade durant de longues semaines. Fièvre cérébrale, causée par cette inexplicable fugue. Elle eut lieu juste au début des aventures que je compte relater ici. Que n'ai-je pas fait pour tenter de le retrouver? Bien que ma fortune n'ait rien d'excessif, j'ai promis des récompenses dont j'augmentais chaque fois le chiffre. Au moment où j'écris, le total se monte à plus de 50 000 $. J'ai inséré des annonces dans presque tous les journaux et sollicité le concours de toutes les agences de détectives privés. Il a été, paraît-il, assassiné. On dit aussi qu'un crime finit toujours par se découvrir. Alors je pose cette question. Pourquoi n'a-t-on pas de preuve qu'il ait été tué? Quel est l'assassin? Où est-il? Où est Jim? Mon Jim! Nous étions si heureux ensemble. C'était un esprit si remarquable, si cultivé, si riche en connaissances, d'une logique si rigide. Aussi n'est-il nullement surprenant que nous nous entendions sur tous les sujets. Jim était l'homme le plus droit, le plus sincère que j'ai connu. À cet égard également, nous nous ressemblions, tant en matière de droiture que de probité intellectuelle. Jamais nous ne sacrifiions la vérité à la satisfaction d'un avantage personnel. Exemptes de ce genre de vanité, nous nous mettions toujours entièrement d'accord. Le mot « dissension » n'existait pas pour nous. L'idée que nous puissions différer d'opinion sur quoi que ce fût, ici-bas, est une pure absurdité. Pourquoi ne revient-il pas? Pourquoi est-il parti? Qui l'expliquera jamais? Me voici tout seul, à présent, en proie à de graves appréhensions, à des terreurs d'un ordre spirituel et qui réduisent à néant toutes les conceptions de mon cerveau. La forme est muable. Tel est le dernier mot de la science positive. Les morts ne ressuscitent pas, vérité incontestable. Les morts sont bien morts, aucun doute là-dessus. Et pourtant, j'ai pu constater de mes yeux, ici même, dans cette même pièce, à ce même bureau où j'écris, que... Mais attendez. Permettez-moi de consigner cela en mots simples et sans équivoque, et de poser quelques questions. Qui m'a enlevé mon porte-plume? Voilà ce que je voudrais savoir. Pourquoi mon encre s'épuise-t-elle si vite? Je n'y suis pour rien. Et pourtant, elle diminue à vue d'œil. La réponse à ces questions trancherait toutes les énigmes de l'univers. Or, cette réponse, je la connais. Je garde toute ma raison. Et si un jour, on me met au pied du mur, si on me pousse à bout, je donnerai la réponse moi-même. Je divulguerai le nom de celui qui cache ma plume et consomme mon encre. Il est absurde de croire que je puisse faire couler tant d'encre sur le papier. Mon domestique ment, j'en suis sûr. Je me suis payé un stylographe. J'ai toujours détesté les stylos, mais je voulais me débarrasser de ma vieille plume. Je l'ai jetée au feu. Quant à l'encre, je l'ai mise sous clé.
Nous verrons si je ne parviendrai pas à mettre fin aux impostures écrites sur mon compte. Et puis, j'ai d'autres projets. Il est faux que j'aie abjuré mes principes. Je crois toujours exister dans un univers mécanique. Aucune preuve n'est venue démolir en moi cette foi. En dépit de ce que j'ai pu lire par-dessus son épaule, de sa maudite réfutation. Pour qui me prend-il donc? Me juge-t-il incapable de m'élever au-dessus de la stupidité des masses? Il s'imagine que je le suppose réel? Quelle naïveté! Je sais fort bien que c'est un rêve imaginaire, rien de plus. Il existe des choses qu'on appelle des hallucinations. Tout en lisant par-dessus son épaule, je savais me trouver devant un tel phénomène. Si j'étais en pleine possession de mes moyens physiques, l'expérience ne manquerait pas d'intérêt. Toute ma vie, j'ai été à l'affût des cas de ce genre. Eh bien, maintenant que l'occasion se présente à moi, j'entends en tirer le meilleur parti possible. Qu'est-ce donc que l'imagination? L'imagination peut créer quelque chose du néant. Comment donc ce quelque chose peut-il être là où il n'y a rien? Y a-t-il rien qui puisse être quelque chose et ne pas exister en même temps? Je pose ce problème aux réflexions des métaphysiciens, des dilettantes de la pensée. Je n'ai que faire de ces théoriciens. J'ai des arguments plus solides sur quoi m'appuyer. Je sais que ce monde est un monde tangible où tout est réel. Tout ce qui n'est pas réel n'existe pas. Donc, lui, il n'est pas. Pourtant, il cherche à m'illusionner en me faisant croire qu'il vit, alors que moi, je sais parfaitement qu'il n'évolue que dans les cellules de mon cerveau. Aujourd'hui, je l'ai vu, assis à mon bureau, en train d'écrire. J'en ai ressenti une véritable commotion, car je le croyais tout à fait évaporé. Toutefois, à force de regarder, j'ai fini par m'apercevoir qu'il n'était pas là. La duperie du cerveau se manifeste une fois de plus. Je m'appesantis trop sur les événements. Je deviens morbide, et mon ancienne indigestion me menace encore. Je vais prendre de l'exercice. Je ferai de la marche tous les jours pendant 2 heures. C'est impossible. Je ne puis me livrer à mon exercice favori. Chaque fois que je reviens de promenade, je le trouve assis dans mon fauteuil, à mon bureau. Il m'est de plus en plus difficile de le chasser. C'est mon fauteuil à moi. J'insiste sur ce point. C'était le sien, mais il est mort, lui. Ce meuble ne lui appartient plus. Comme on peut être le jouet des fantômes de sa propre imagination? Il n'y a rien de réel dans cette apparition, je le sais. Je suis là, en terrain sûr. J'ai 50 ans d'études derrière moi. Les morts sont bien morts. Et pourtant, il y a un fait que je ne m'explique pas. Aujourd'hui, au moment de partir pour ma promenade, j'ai soigneusement glissé mon stylo dans ma poche avant de quitter la pièce. Je me le rappelle nettement, car j'ai consulté alors la pendule. Elle marquait 10h20. Or, à mon retour, qu'est-ce que je vois sur mon bureau? Mon stylo. Quelqu'un s'en était servi. Il y restait très peu d'encre. Que donnerais-je pour qu'il ne gratte pas tant de papier? C'est, ma foi, déconcertant.
Entre Jim et moi, il n'y avait qu'un point sur lequel nous n'étions pas tout à fait d'accord. Il croyait en l'éternité des formes et, comme corollaire, en l'immortalité et en toutes les autres notions des philosophes métaphysiciens. Là, je perdais patience avec lui. Je me suis efforcé de lui retracer l'évolution de sa foi en l'éternité des formes, de lui démontrer comment elle provenait de sa folle infatuation pour la logique et les mathématiques. Il est très facile, bien sûr, en partant de ce point de vue oblique et abstrait, de croire en l'éternité des formes. Je me moquais du monde invisible. Je soutins que seul le tangible est réel et que ce que nous ne percevons pas n'existe pas, ne peut exister. J'affirmais ma croyance en un univers mécanique, ma conviction que la chimie et la physique expliquent tout. Nies-tu l'existence de l'être ? Répondit-il à mes arguments. Je lui répliquai que sa question n'était que la principale prémisse d'un fallacieux syllogisme de la science chrétienne. Oh, je connais ma logique, moi aussi, croyez-le bien. Mais il s'entêtait, il était très obstiné. Les idéalistes philosophiques m'agacent, ils me donnent sur les nerfs. Un jour, je lui exposai ma profession de foi. C'était simple, bref, irréfutable. En ce moment même où j'écris, je sais qu'elle est péremptoire. La voici. Je lui dis, j'affirme avec Hobbes qu'il est impossible de séparer la pensée de la matière pensante. J'affirme avec Bacon que toute compréhension humaine émane du monde des sensations. J'affirme avec Locke que toutes idées humaines sont dues aux fonctions des sens. J'affirme, avec Kant, l'origine mécanique de l'univers et le caractère naturel et historique de l'acte de la création. J'affirme, avec Laplace, qu'il n'est nul besoin de l'hypothèse d'un créateur. J'affirme, enfin, de tout ce qui précède, que la forme est éphémère, la forme passe, donc nous passons. Je le répète, ces arguments étaient péremptoires. Néanmoins, il me répondit par le sophisme notoire de la montre de Palais. Il parla aussi du radium, et c'est tout juste s'il ne prétendit pas me prouver que l'existence même de la matière était réduite à néant par toutes ces récentes recherches de laboratoire. C'était puéril. Je ne l'aurais jamais cru si enfant. Comment raisonner avec un tel homme ? Je proclamais la nature raisonnable de tout ce qui est. Il en convint. À une seule exception près, ajouta-t-il. Et disant cela, il me regarda d'une façon à laquelle il n'y avait pas à se méprendre. L'allusion était évidente. Un sarcasme aussi badin, aussi grossier au cours d'une discussion aussi sérieuse m'étonna tellement de sa part que j'en demeurai stupéfait. L'éternité des formes. C'est ridicule. Et pourtant, l'expression revêt un caractère d'étrange magie. Si pourtant c'était vrai, en ce cas, il n'aurait pas cessé d'exister. Donc, il existe. Non, c'est impossible. J'ai renoncé à prendre de l'exercice. Tant que je reste dans ma chambre, l'hallucination ne me tracasse pas.
Mais quand j'y rentre, après une courte absence, il est toujours là, assis à mon bureau, occupé à écrire. Je n'ose pas, malgré tout, me confier à un médecin. Il faut que je combatte par moi-même cette idée fixe. Il devient de plus en plus importun. Aujourd'hui, m'étant levé pour consulter un livre à ma bibliothèque, je m'aperçus, en me retournant, qu'il se tenait encore là, assis à ma place, dans mon fauteuil. Pour la première fois, il a osé agir ainsi en ma présence. Néanmoins, en le fixant d'un regard soutenu, concentré et sévère pendant plusieurs minutes, je l'ai forcé à s'évanouir. Preuve indiscutable de ce que j'avance, il n'existe pas. S'il était une forme éternelle, je ne pourrais le faire disparaître par un simple effort de ma volonté. Cette maudite hallucination passe les bornes. Aujourd'hui, j'ai dû le regarder fixement 1 heure entière avant de l'obliger à partir. C'est si simple, cependant. Ce que mes yeux voient est une image de la mémoire. Pendant 20 ans, j'étais accoutumé à voir mon frère, là, à ce bureau. Le phénomène actuel est purement et simplement l'évocation de cette image, du souvenir gravé dans mon subconscient. Aujourd'hui, j'ai abandonné la partie. Il m'a épuisé, mais il n'a pas voulu s'en aller. Je suis resté assis des heures entières à l'observer. Il écrit, sans me prêter la moindre attention. Je connais ses élucubrations, car je les lis par-dessus son épaule. C'est faux. Il abuse lâchement de la situation. Question. Est-il un produit de ma conscience? En ce cas, la conscience peut-elle créer des entités? Nous ne nous sommes pas querellés. Aujourd'hui même, j'ignore comment l'incident s'est produit. Je vais vous le conter. Vous jugerez par vous-même. Nous étions restés tard à causer cette nuit-là, cette nuit inoubliable, la dernière de sa vie. La même discussion revenait sans cesse entre nous, l'éternité des formes. Combien d'heures et combien de nuits n'y avons-nous pas gaspillé? Ce soir-là, il s'était montré particulièrement exaspérant, et j'avais les nerfs en pelote. Il avait maintenu, sans vouloir en démordre, que l'âme humaine était en elle-même une forme éternelle, et que la lumière qui éclairait son cerveau continuerait à briller de toute éternité. Je m'emparai du tisonnier. « Suppose, lui dis-je, que je te tue d'un coup de ce tisonnier. Je continuerai à être, me répondit-il. En tant qu'entité consciente? Oui, en tant qu'entité consciente. Je continuerai à vivre sur des plans supérieurs, me rappelant ma vie terrestre, toi-même, l'argumentation actuelle et la poursuite avec toi de notre discussion. Il ne s'agissait que d'arguments. Oui, mais d'arguments frappants, hein? Note en marge de Rodolphe Éclair. Je jure qu'il ne s'agissait pas d'autre chose. Jamais je n'ai levé la main sur lui. Comment l'aurais-je osé? C'était mon frère, songez-y, mon frère aîné, Jim. Mes souvenirs demeurent confus. J'étais très exaspéré. Il s'obstinait à tel point dans cette croyance métaphysique qu'il avait fait sienne. Ensuite, le seul fait dont j'eus conscience, c'est que mon frère gisait là, devant la cheminée, du sang coulait. C'était affreux. Il ne parlait pas,
Il ne bougeait pas. Il avait dû tomber, victime d'une attaque, et se heurter la tête contre quelque objet. Je remarquais des taches de sang sur le tisonnier. Il avait dû tomber dessus. Pourtant, je me demande comment pareil accident avait pu se produire, car je n'avais cessé pendant tout ce temps de tenir en main ce tisonnier. C'est une pure hallucination. Ainsi en conclut logiquement le bon sens. J'en ai suivi le développement. Tout d'abord, je ne pouvais discerner que sous une faible lueur sa forme assise dans le fauteuil. Mais peu, à mesure que le temps passait et que l'hallucination se précisait en se répétant, je le vis apparaître sur son siège avec une plus forte lumière. Voilà l'explication. Elle est tout à fait satisfaisante. Je n'oublierai jamais ma première vision de son fantôme. J'avais dîné, seul, en bas. Je ne bois jamais de vin, donc j'étais dans mon état normal. Le crépuscule d'été tombait lorsque je rentrais dans mon cabinet de travail. Je jetai un coup d'œil sur mon bureau. Il était là, assis. La scène était si naturelle qu'avant d'avoir eu le temps de me ressaisir, je m'écriai « Jim !» Puis, je me souvins de tout ce qui s'était passé. C'était une hallucination, bien sûr. J'en étais tellement certain que je pris le tisonnier et marchai droit vers lui. Il ne remua pas, ne s'évanouit pas. Le tisonnier fendit en deux la forme inexistante, immatérielle de l'image, et vint frapper le dossier du fauteuil. Pur jeu de l'imagination, voilà tout ce que c'était. Le fauteuil porte encore la marque de l'endroit où le tisonnier s'abattit sur lui. Je m'interromps d'écrire en ce moment pour me retourner et regarder l'encoche, la sentir sous le bout de mon doigt. Il a poursuivi la discussion. Je l'ai constaté en regardant à la dérobée par-dessus son épaule. Il retraçait les détails de notre argumentation, toujours les sempiternelles hérésies sur l'éternité des formes. Mais tandis que je continuais à lire, il relata l'épreuve pratique à laquelle je m'étais livré avec le tisonnier. Or, tout cela est injuste et faux. Je ne me suis livré à aucune épreuve. Il s'est fendu la tête en tombant sur le tisonnier. Un jour, quelqu'un trouvera ces élucubrations et les lira. Ce sera terrible. Je soupçonne mon domestique qui ne cesse de m'épier. Il me faut absolument prendre des mesures énergiques. Tous mes serviteurs ont témoigné la même indiscrétion, à savoir ce que j'écris. Jeu d'imagination, rien de plus. Il n'y a pas de Jim assis sur ce fauteuil, j'en suis certain. Hier soir, une fois la maison endormie, je suis descendu dans la cave pour examiner avec soin le sol autour de la cheminée. Il était intact. Les morts ne ressuscitent pas. Hier matin, quand je suis entré dans mon cabinet de travail, il était là, installé dans le fauteuil. Lorsque je l'eus chassé, je pris sa place et restai là toute la journée. Je me fis apporter mes repas. J'ai évité sa vue pendant bien des heures, car il n'apparaît que sur ce siège. J'étais là. Néanmoins, je suis resté assis jusqu'à 11 heures. En me levant pour monter me coucher, je me suis retourné, et il était là, dans mon fauteuil, où il s'était glissé à ma place. Tel un être imaginaire, il avait logé toute la journée dans mon cerveau, et dès qu'il avait vu mon siège vacant, il s'y était précipité. Sont-ce là ces plans d'existence supérieure dont il me parlait?
le cerveau de son frère et un vulgaire fauteuil? Après tout, n'avait-il pas raison? Sa forme éternelle aurait-elle revêtu une apparence si ténue qu'elle se réduisit à une hallucination? Les hallucinations sont-elles de véritables entités? Pourquoi pas? Il y a là matière à réflexion. Il faudra qu'un jour j'arrive à résoudre cette énigme. Il a été bien ennuyé aujourd'hui. Il n'a pu écrire, car j'avais fait emporter la plume par mon domestique dans sa poche. Mais je n'ai pas pu écrire, moi non plus. Mon domestique ne le voit jamais. Fait étrange. Aurais-je acquis une plus grande acuité de vision pour percevoir l'invisible? Ou ne serait-ce pas plutôt la preuve de ce qu'est le fantôme, un produit morbide de ma propre imagination? Il a encore volé ma plume. Les hallucinations ne peuvent voler de plume, c'est incontestable. Pourtant, je ne puis me passer de ma plume, l'avoir toujours hors de mon cabinet. J'ai besoin d'écrire, moi aussi. Voilà 3 fois que je change de domestique depuis le commencement de mes tracas, et aucun d'eux ne l'a vu. Le témoignage de leur sens serait-il en défaut? En serait-il de même du mien? Toujours est-il que mon encre continue à disparaître trop rapidement. Je remplis mon stylo plus souvent qu'il n'est nécessaire. Et puis, aujourd'hui même, j'ai constaté que ma plume était abîmée. Par qui? Pas par moi en tout cas. Je lui ai parlé à plusieurs reprises, mais il ne répond jamais. Je suis resté toute la matinée assis à l'observer. Il me regardait fréquemment, et de toute évidence, il me connaissait. En me frappant violemment la tête du revers de ma main, je parviens à chasser son image de mes yeux. Je puis alors regagner mon fauteuil, mais j'ai constaté qu'il me faut être preste pour m'en emparer. Souvent, il me fait la nique et me devance sur mon siège. La situation devient intolérable. À la manière dont il surgit dans ce fauteuil, on dirait un véritable diable sautant d'une boîte à surprise. Il ne prend pas lentement forme, il jaillit. C'est la seule façon d'expliquer son acte. Je ne saurais rester beaucoup plus longtemps à le regarder. Je sens que cela me mènera à la folie, car j'en arrive presque à croire à la réalité de ce que je sais être une illusion. D'ailleurs, les hallucinations ne jaillissent point. Dieu merci, il ne manifeste sa présence que dans le fauteuil. Tant que j'occupe mon siège, je suis débarrassé de lui. Mon expédient pour l'éloigner en me heurtant la tête n'a plus d'effet. Il me faut maintenant frapper beaucoup plus fort. Et je ne réussis guère plus d'1 fois sur 12. Ma tête est tout endolorie à l'endroit de ces claques répétées. Je devrais désormais me servir de l'autre main. Mon frère avait raison. Il y a un monde invisible. Ne le vois-je pas à présent? N'ai-je pas le don maudit de le voir à tout moment? Appelez-le une pensée, une idée, comme vous voudrez. Il n'en est pas moins là. Impossible d'y échapper. Les pensées sont des entités. Nous créons chaque fois que nous pensons. J'ai créé ce fantôme qui s'assied dans mon fauteuil et emploie mon encre. Il ne s'ensuit point, parce que je l'ai créé, qu'il en soit moins réel. Il est une idée et une entité. Ergo, les idées sont des entités et une entité est une réalité. Question. Si un homme
ayant derrière lui toute l'histoire de l'humanité, peut créer une entité, une chose réelle. Ne faut-il pas admettre l'hypothèse d'un créateur? Si un être doué de vie peut créer, ne peut-on raisonnablement supposer qu'un être a créé cet autre animateur de vie? Il s'agit d'une simple différence de degré. Je n'ai pas encore fait une montagne ou un système solaire, mais j'ai produit quelque chose, qui s'assied dans mon fauteuil. Partant, pourquoi ne serais-je pas, un jour, capable de produire une montagne ou un système solaire? Depuis qu'il est sur Terre, l'homme vit dans un obscur labyrinthe. Il n'a jamais vu la lumière. Je suis convaincu que je commence, moi, à la voir. Non pas à l'instar de mon frère, en la découvrant par accident, mais délibérément et rationnellement. Mon frère est mort. Il a cessé d'être. Il n'y a aucun doute à cet égard, car je suis de nouveau descendu à la cave pour m'en assurer. Le sol est toujours intact. Je l'ai creusé moi-même, et ce que j'ai vu m'a donné une certitude. Mon frère, donc, a cessé d'exister, et pourtant je l'ai recréé. Ce n'est pas Feu, mon frère, mais un être qui lui ressemble, autant que j'ai pu le reconstituer. Je diffère des autres hommes. Je suis un Dieu. J'ai créé. Chaque fois que je sors de mon cabinet pour gagner mon lit, je jette un regard derrière moi. Mon frère est là, installé dans mon fauteuil. Alors, je ne puis dormir, parce que je pense à lui. Je le vois, passant sur ce fauteuil, les longues heures nocturnes. Et le matin, quand j'ouvre la porte, il est toujours là, et je sais qu'il n'a pas bougé de toute la nuit. Le manque de sommeil me porte au désespoir. Que ne puis-je confier mon cas à un médecin? Sommeil béni, 100 fois béni. J'y suis parvenu. Je vais vous expliquer comment. Hier soir, j'étais si exténué que je me suis surpris à somnoler dans mon fauteuil. Je me suis fait apporter des couvertures par mon domestique et j'ai enfin fermé l'œil. Toute la nuit, il a été banni de mes pensées comme il a été banni de mon fauteuil. Je ne quitterai pas celui-ci de toute la journée. Quel prodigieux soulagement! On n'est guère à son aise pour dormir dans un fauteuil. Cependant, j'aime mieux cela que de passer une nuit dans mon lit, comptant les heures, sachant qu'il est assis là, lui, dans les ténèbres froides. Inutile d'insister, jamais je ne serai plus capable de reposer dans un lit. Je l'ai essayé à plusieurs reprises. Chaque fois, ce fut une nuit d'horreur. Si seulement je pouvais le persuader d'aller se coucher. Mais non, il continue de rester là, assis, je le sais, tandis que, les yeux grands ouverts dans le noir, je pense sans répit, sans pouvoir m'empêcher de penser à lui, assis là, à côté. Que ne donnerais-je pour n'avoir jamais entendu parler de l'éternité des formes? Le domestique me croit fou. Il fallait s'y attendre. Voilà pourquoi je n'avais jamais demandé de médecin. J'ai pris une résolution. Désormais, c'en est fini de cette hallucination. Je resterai dans ce fauteuil sans le quitter. J'y resterai nuit et jour, toujours.
Bravo. Voilà 2 semaines que je ne l'ai pas vu. Et je ne le verrai plus jamais. Je suis parvenu enfin à la sérénité d'âme nécessaire aux penseurs philosophiques. J'ai écrit aujourd'hui un chapitre entier. Il est bien ennuyeux de rester continuellement assis. Les semaines passent, les mois vont, viennent, les saisons changent, les domestiques se succèdent, et moi, je demeure rivé au même endroit, sans bouger. La vie que je mène est étrange, mais du moins j'ai la paix. Il ne vient plus. Il n'y a pas d'éternité des formes. Je l'ai enfin démontré. Voilà maintenant près de 2 ans que je suis cloué dans ce fauteuil, et je ne l'ai pas revu une seule fois. Certes, j'ai traversé une dure épreuve à un certain moment. Mais il est indéniable que ce que j'avais cru voir n'était que pure hallucination. Il n'a jamais eu d'existence réelle. Pourtant, je ne quitte pas mon fauteuil. J'ai trop peur de le quitter.